L'appel de la forêt, Jack London, lu par Équilivre, livre audio. « 5. Amitié. Suite. Les pronostics de Peter ne tardèrent pas à se réaliser. Avant la fin de l'année, les trois compagnons, étant arrêtés à Circle City, se trouvaient dans un bar avec nombre d'autres chercheurs d'or. Buck, accroupi dans un coin, la tête sur ses pattes, surveillait comme toujours chaque mouvement de son maître. Soudain, une querelle éclate. C'est un certain Burton le Noir, bravache et mauvais diable, qui cherche Noise sans raison à un consommateur inoffensif. Thornton, homme juste et sensé, essaye de calmer le braillard, mais celui-ci, irrité par cette intervention, tourne sur lui sa colère et, traîtreusement, sans crier gare, lui décoche un coup de poing qui l'oblige à se cramponner à la barre du buffet pour ne pas tomber. Du fond de la salle, un véritable hurlement de loup se fait entendre, et à travers l'atmosphère enfumée, on distingue comme un énorme projectile qui passe par-dessus toutes les têtes. C'est Buck qui, d'un bond prodigieux, a franchi l'espace, est tombé sur l'agresseur, le crin hérissé, l'œil sanglant, la gueule ouverte, prêt à dévorer. Le brutal n'eut que le temps d'enfoncer le poing dans cette gueule pour sauver sa face. Mais Buck, lâchant aussitôt le bras, se jette sur l'homme de tout son poids, le renverse, et avant que la foule précipitée ait pu l'en empêcher, lui ouvre la gorge d'un maître coup de dent. On réussit enfin à l'écarter, à lui arracher sa proie. La voix seule de Thornton peut d'ailleurs obtenir ce miracle. Mais tandis qu'un médecin examine le blessé, un remous de colère fait onduler toute sa peau, et le grondement continu qui résonne dans sa vaste poitrine dit assez qu'il brûle d'achever sa victime. Un conseil de mineurs réuni sur le champ jugea gravement l'affaire. On reconnut unanimement que l'attaque était plus que motivée. Buck fut acquitté et son nom devint fameux dans tous les camps de l'Alaska. Il ne se passait guère de jour où il ne fit preuve de force, de courage ou de dévouement. Vers la fin de l'année, les compagnons, ayant depuis longtemps quitté Circle City, se trouvèrent dans une passe difficile. Il s'agissait de faire franchir à leur bateau une série de rapides extrêmement violents. Hans et Peter, placés sur la berge, tiraient le canot au moyen d'une corde qu'ils enroulaient d'arbre en arbre pour ne pas être emportés par la force du courant, tandis que Thornton, resté dans l'embarcation, la dirigeait à l'aide d'une perche, au milieu des récifs. Buck, anxieux et attentif, se tenait sur le bord, ne quittant pas son maître de l'œil, avançant pas à pas en même temps que lui. Tout marcha bien pour un temps, puis il fallut relâcher la corde afin de permettre au canot de franchir une ligne de rochers pointus qui se hérissaient à la surface de l'eau. La manœuvre réussit, mais quand vint la minute de resserrer la corde, le mouvement fut mal calculé. L'embarcation se retrouva brusquement, la quille en l'air, et Thornton se trouva violemment projeté au dehors, entraîné avec une violence inouïe vers la partie la plus dangereuse des rapides. Sa chute ne fit qu'une, avec celle de Buck. Plongeant hardiment au milieu des eaux tumultueuses, effrayantes comme une chaudière en ébullition, il nage droit à son maître, qu'il voit lutter là-bas, parvient à le rejoindre, à 300 mètres environ de la place où il est tombé. Sentant que Thornton l'avait saisi par la queue, le brave chien vire de bord immédiatement et se dirige vers la berge. Mais hélas, en dépit d'efforts géants, désespérés, il demeure vaincu. La force aveugle du courant est plus puissante que son courage et que son dévouement. Un peu plus bas, l'eau se déchirait en écume sur les pierres aiguës comme les dents d'une énorme scie, et sa fureur était effroyable avant ce dernier élan. Presque épuisé par la lutte démesurée, Thornton réussit à saisir des deux mains une des roches pointues, à s'y cramponner. Puis, d'une voix défaillante, il ordonna à Buck d'aller retrouver Hans et Peter. L'intelligent animal comprit, levant un peu sa belle tête hors de l'eau, comme pour puiser des forces dans le regard de son maître. Il se mit à nager vigoureusement, et délesté cette fois d'un poids écrasant, il parvint enfin à la berge. Les deux hommes, eux aussi, avaient compris la pensée de Thornton, et sans perdre une minute, ils passèrent une corde autour du cou et des épaules de Buck,
ayant soin toutefois de lui laisser la liberté de ses mouvements. Puis ils le lancèrent à l'eau. Intrépide, le chien affronte une seconde fois le courant. Il nage avec vigueur, dévore la distance, mais voilà que dans sa hâte fiévreuse, il manque le but, passe un peu trop loin du maître, le dépasse malgré lui, et essayant péniblement de revenir en arrière, se trouve entraîné, ballotté, englouti par les eaux furieuses, disparaît de la surface. Aussitôt, Hans et Peter tirent sur la corde, le retirent à demi noyé sur la berge, se jettent sur lui, le pressent de toute leur force pour ramener la respiration et lui faire rendre l'eau avalée. Il se relève en chancelant, retombe foudroyé sur le sol, et les deux hommes pensent le voir expirer, au moment même où la voix de Thornton leur parvient de loin, lasse et indistincte, en un suprême appel. Mais cette voix si faible semble posséder le pouvoir de se faire entendre jusqu'au-delà du royaume des vivants. Du fond de son évanouissement, Buck en a reçu le choc. Il se relève, comme galvanisé, et d'un bond revient au point de départ, guéri, dispos, montrant par une mimique éloquente l'ardent désir de partir vite, sans perdre une seconde. La corde est de nouveau enroulée autour de son corps, et rendu prudent par la précédente méprise, il sait cette fois dominer son impatience, modérer son ardeur, viser son but et le toucher. Il coupe d'abord le courant en travers, et arrivé au-dessus de Thornton, se laisse tomber adroitement. Thornton le voit arriver sur lui, comme la foudre, et le saisit par le cou. Tous deux sont entraînés, roulés, submergés 10 fois. Finalement, la corde a le dessus. Étranglés, meurtris mais vivants, ils sont ramenés sur la berge. Lorsque les rudes soins de ses camarades rappelèrent l'homme à la vie, son premier regard fut pour la bête dont le corps inerte inspirait déjà à Nig le lamentable hurlement de mort, tandis que Skit, plus avisé, léchait avec ardeur le museau mouillé et les yeux fermés du pauvre Buck. Au mépris de ses plaies, de ses meurtrissures et de l'immense fatigue qui l'accablait, Thornton se mit immédiatement à masser, à frictionner, à panser son héroïque ami. On lui trouva 3 côtes brisées, ce qui détermina les mineurs à camper à cet endroit jusqu'à son complet rétablissement. Il accomplit ce même hiver un autre exploit, moins héroïque peut-être, mais extrêmement profitable au point de vue pécuniaire, et qui vint fort à propos permettre à nos mineurs de s'outiller convenablement et de pousser une pointe vers certaines régions de l'Est encore non exploitées qu'ils avaient en vue. Un jour, à l'Eldorado Saloon, lieu de réunion bien connu des chercheurs d'or de l'Alaska, les hommes buvant et fumant vantaient les mérites de leurs chiens respectifs. Le mien est capable de traîner à lui seul un poids de 600 livres, disait l'un, ne mentant que de moitié. Et le mien en tirerait bien 700, dit Matthewson, un des nababs de l'endroit. 700, dit Thornton, Buck en tirerait 1000. Ouida, ricana le nabab jaloux, il est si fort que ça, et sans doute il serait capable de faire démarrer mon traîneau qui est déjà fixé dans la neige, peut-être même de le tirer à lui seul sur un parcours de 100 mètres. Tout à fait capable, répéta tranquillement Thornton. Eh bien, dit Matthewson, en articulant très haut sa proposition, afin que chacun pût l'entendre, je parie $1000 qu'il ne le fait pas, et les voilà. Il déposait en même temps sur le bar un sac de poudre d'or roulé et gonflé comme une saucisse. Il y eut un silence. Thornton se sentit rougir, sa langue l'avait trahi. Très sincèrement, il estimait que son chien était de force à traîner un poids semblable, mais il n'avait jamais mis sa vigueur à pareille épreuve. De plus, les 3 associés étaient loin de posséder la somme engagée. Il fallait pourtant se décider. On attendait sa réponse. Mon traîneau est à la porte avec 25 sacs de farine de 50 livres chacun, dit Matthewson avec un rire brutal. Ne vous gênez donc pas. Thornton gardait un silence préoccupé, cherchant une excuse, quand ses yeux errants s'arrêtèrent sur le visage d'un vieux camarade, Jim O'Brien, un autre roi de l'or de la région. Cette vue lui rendit tout son sang-froid, et se dirigeant vers lui, « Pouvez-vous me prêter $1000 » lui demanda-t-il. « Sûr, répondit O'Brien, en déposant près du sac de Matthewson un autre sac non moins rebondi. « Mais je crains bien, John, que la bête ne réussisse pas. » En un clin d'œil, les occupants de l'Eldorado se répandirent dans la rue pour assister à l'épreuve. Les tables furent désertées. Joueurs et croupiers sortaient en masse pour voir le résultat de la gageure et parier eux-mêmes. Quantité d'hommes, couverts de fourrure, entourèrent le traîneau, chargé de ces 1000 livres de farine,
qui stationnait depuis 2 heures devant la porte, avec un froid de 60 degrés au-dessous de zéro. Les patins avaient gelé sur la neige durcie. On pariait 2 contre 1 que Buck ne l'ébranlerait pas. Une contestation s'éleva sur le mot démarrer. O'Brien prétendait que c'était le droit de Thornton de dégeler d'abord les patins, laissant Buck tirer ensuite. Matthewson affirmait avoir compris dans son pari le brisement de la glace sous les patins gelés. La majorité des hommes présents lui ayant donné raison, les paris contre Buck montèrent de 1 à 3, personne ne le croyant capable d'un pareil tour de force. Thornton, en voyant le traîneau attelé de 10 chiens que Buck devait remplacer tout seul, se repentait de plus en plus d'avoir parié si vite. Matthewson triomphait. 3 contre 1, criait-il, je vous donnerai un autre billet de 1000 à ce compte-là, Thornton, voulez-vous ? Mais ce défi avait réveillé en Thornton l'esprit de combat, et il était décidé à tenter l'impossible. Il appela Hans et Peter, dont les bourses réunies n'arrivèrent qu'à former un total de $200. Cette somme constituait tout leur avoir, mais ils n'hésitèrent pas à l'engager, contre les $600 de Matthewson.